Rému est bien originaire du Midi, mais pas de Marseille. Jules Auguste César Murer, que le monde entier découvrira sous le nom de Rému, et de Toulon. Ses parents étaient tapissiers, installés à Toulon, et il a donc grandi dans l'atelier de tapisserie. Paulette Rému Brun, fille de Rému, raconte la jeunesse de son père. On l'a mis à l'école, bien entendu, comme tous les petits garçons. Il a fait à peu près tous les lycées du Var et des environs, et il est sorti de ça, il avait à peu près 12 ans. Quand ses parents ont vu qu'il n'y avait rien à faire, on l'a mis à travailler à l'atelier. Et puis, à cette époque, à Toulon, il y avait un monsieur qui est bien connu aussi, qui s'appelle Mayol. Dès qu'il avait un peu de temps de libre, il passait son temps au Clos Mayol en train de regarder évoluer tous ces comiques troupiers de l'époque. Et puis, il s'est engagé comme ça, à l'insu de ses parents, dans une troupe d'amateurs. Et un jour, il a eu son premier engagement. Alors là, il a tout de même avoué à sa mère qu'il avait été engagé comme comique troupier, etc. Et sa mère lui a dit « Mais enfin, c'est affolant, tu te rends pas compte, tu vas traîner le nom de ton père sur des affiches. » Et il lui a dit « Non, non, maman, ne t'inquiète pas, je ne prendrai pas le nom de papa. » J'ai pris Rallum, parce qu'à cette époque-là, il y avait Dranem. Alors, Dranem, ce truc en M, lui, il avait pris Rallum, on ne sait pas pourquoi. Tout comme l'écolier Jules Murer, le comique troupier Rallum n'obtient pas de résultats très brillants. Et il a beau faire le tour de tous les music-halls de la région, personne ne croit à l'avenir de ce grand comique qui ne fait pas rire. Quand il avait 12 ans, on aurait dit un homme de 20 ans. Paulette Rému évoque toujours la jeunesse de son père. C'était vraiment une force de la nature et c'était assez ahurissant. Quand il a été engagé pour la première fois à Marseille, il y a eu une histoire avec le directeur qui voulait lui faire un procès parce que, je ne sais pas, il n'avait pas respecté un engagement quelconque. Et il lui a dit « Mais moi, ça m'est égal, étant donné que je suis mineur, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. » Et le type est resté complètement baba parce qu'il ne s'imaginait pas que cette carcasse pouvait être mineure. Quand il n'a pas d'engagement sur la scène, Jules doit trouver du travail. Il aide un peu à l'atelier de tapisserie de son père, ou bien il trouve un emploi dans un casino, ou encore il va chez son frère qui possède un commerce de sel à Marseille. Il avait un frère aîné qui s'appelait Valentin, qui par contre, alors lui a fait des études très brillantes. Paulette Rému. Et malheureusement, ce pauvre Valentin a fini pratiquement clochard à Oran. Ce qui a fait dire à papa qu'au fond, les études, ça servait à rien, puisque son frère, licencié en droit, n'avait jamais rien fait dans sa vie, et que lui, qui ne savait pas écrire sans faire de faute d'orthographe, était tout de même arrivé à faire quelque chose. Mais il ne se rendait pas compte, il ne s'est jamais rendu compte de la personnalité qu'il avait, du talent qu'il avait, parce que c'était tellement naturel qu'il ne s'en rendait pas compte. Rien ne décourage Jules Murer. Il est convaincu que sa place est sur une scène. À défaut d'engagement, il accepte d'être souffleur à l'Alhambra de Marseille. C'est peut-être de cette vision du monde vue d'en bas que lui viendra la passion des jolies jambes. Une chose qui l'attirait toujours, c'était les jolies jambes et les jolis pieds. Jacqueline de Lubac, qui a été la partenaire de Rému dans plusieurs films. D'ailleurs, quand une femme rentrait, elle regardait tout de suite ses pieds et ses jambes. Et il me disait toujours, je ne pourrais jamais tourner avec une femme qui aurait de vilaines jambes et de vilains pieds. La vedette du spectacle de l'Alhambra s'appelle Fortuné Aîné. Il a un énorme succès et le public vient de loin pour l'applaudir. Un soir, il tombe malade et fait prévenir que son état l'empêche d'assurer la représentation. La salle de l'Alhambra est déjà pleine. Il est trop tard pour engager un remplaçant. Alors papa est allé voir le directeur et lui a dit « Bon, bah écoutez, il faut faire quelque chose, moi je peux jouer. » Paulette Rému, qui vient d'écrire un livre sur son père.
Le directeur affolé a dit, comment toi, c'est pas possible, tu sais pas marcher, tu sais pas parler, tout ce que tu sais faire, c'est être dans le trou du souffleur. Il lui a dit, mais ça, si, moi je vous assure que je peux le faire. Il dit, mais enfin, c'est une catastrophe. Il dit, oui. Il lui dit, oui, en effet, c'est une catastrophe parce qu'il y a 10 minutes que le rideau aurait dû être levé et que si ça continue comme ça, vous êtes obligé de rembourser. Alors moi, je prends le rôle. Le directeur a tenté le coup et il a reçu un accueil triomphal. Il est sorti de ce trou pour monter finalement dans sa carrière d'acteur. C'est ça qu'il a lancé. Après, ça n'a pas été du tout cuit parce qu'il est retombé. Il faisait encore après des petites tournées, ça marchait pas. C'est à cette époque que Jules décide de changer de nom. Rallum devient Rému. Il rêve de devenir ce qu'un autre Toulonnais a réussi, monter à Paris et gagner en une représentation ce qu'un ministre gagne en un mois. Faire comme Mayol. Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles manières attirent les passants. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit four. Et du soir au matin, dans son petit magasin, elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Elle servait tous les clients en se trémoussant gentiment. Fallait voir comme elle sautait, ces deux petites brioches au lait. Mayol vient d'acheter à Paris le concert parisien et de le rebaptiser le concert Mayol. Et alors, il y a eu une chose de formidable. Madame Fernand Sardou. À Paris, il a fait monter 3 personnages du Midi, c'est-à-dire Rému, Tramel et mon beau-père, Sardou. Ils sont montés tous les 3 ensemble, jouer une pièce d'Yves Mirande qui s'appelait C'est solide. Et alors, c'était vraiment 3 natures extraordinaires, sensationnelles et qui ont beaucoup amusé. Du reste, la revue C'est solide a marché très très fort et c'était un gros succès. Et ces 3 comiques à l'huile, comme on les appelait, un critique les avait appelés les comiques à l'huile. Alors Mayol disait à l'huile ou au beurre, laisse-les un peu faire ce qu'ils veulent, moi ils me font du monde et c'est très bien. Avant la Première Guerre mondiale, la vie artistique parisienne se divise en 2 clans. Celui du Cafcons, auquel appartiennent les chanteurs et les comiques troupiers comme Mayol et Rému, et celui du théâtre, sur lequel règnent les grands acteurs comme Réjane et Lucien Guitry. Les 2 mondes s'ignorent, pour ne pas dire se méprisent. Or, un jour, Rému apprend que Lucien Guitry voudrait le voir. Il est évident que Rému était très intimidé lorsqu'il est allé voir Lucien Guitry, parce qu'il croyait que c'était une boutade, que c'était une farce des copains, quoi. Charles Moulin, ami de la famille Rému. Finalement, il est allé et il s'est trouvé devant le grand maître, par Lucien Guitry, était le grand maître des arts dramatiques de cette époque-là, quoi. Parce qu'il était quand même au Cafcon, Rému, à ce moment-là. Et il fallait venir au boulevard. Et quand il lui a dit, écoutez, mais qu'est-ce que vous foutez à perdre votre temps, avec une voix comme vous avez, vous allez au fond de la salle. Vous êtes un acteur qui va au fond de la salle. Et Rému est parti de là tellement encouragé par ce mot qu'il a beaucoup aidé par la suite dans sa carrière. Il a fait la guerre, il est parti au front. Paulette Rému. C'est sur le front où il venait d'échapper à la mort. Il a ramassé un petit bout de bois dans une tranchée. Et ce petit bout de bois, il a attaché sa plaque militaire et des médailles. Et ce petit bout de bois est resté son fétiche pour sa vie. Il avait toujours ce fétiche dans sa poche et sur lui, sauf le jour où il est allé se faire opérer, où il est mort, il l'avait oublié à la maison.
Pour lui, c'était sa guerre. Ce petit bout de bois, ça représentait la guerre. Et puis, il est tombé malade et il a été réformé. Il est arrivé à Paris, évidemment, pendant la guerre. Et pendant la guerre, il était parti. Il n'avait pas laissé encore un nom inoubliable. Il s'est rendu compte qu'il était oublié. Et là, il a eu la chance de rencontrer une femme qui a été, à mon avis, je crois que ça a été le premier amour de sa vie. Et c'était Spinelli. Spinelli fait partie des grandes actrices que tous les auteurs s'arrachent. Elle est très belle et elle est capable d'imposer à un directeur de théâtre un inconnu qui a un énorme accent du Midi et qui articule mal. Spinelli, Paulette Rému. elle correspondait physiquement tout à fait à la femme qu'aimait mon père. C'est-à-dire que c'était une femme petite, menue, qui avait des petits pieds, parce que ça c'était très important, parce qu'il regardait les femmes par les pieds et non pas par la figure. Ça c'est une des curiosités du caractère de papa, qui adorait tout ce qui était gros, grand, important. Les gros meubles, les grandes maisons, les gros chiens, les grosses voitures, mais les petites femmes. Rému passe les années folles chez Léon Volterra. Léon Volterra est le plus grand directeur de spectacle de Paris. Il possède le Théâtre Marigny, la Gaîté Rochechouart, l'Alhambra de Bruxelles et l'étonnant Luna Park de la Porte-Maillot. Au-dessus du Casino de Paris, il a ouvert une boîte de nuit où les ministres, les princes et les vedettes du tout Paris se disputent pour avoir une table. Dans tous ces théâtres, l'ingénieux Léon a l'idée d'ouvrir une agence de location, ce qui lui permet, lorsqu'on joue à bureau fermé, de garder des places en réserve pour les amis. Bien entendu, à des prix d'amis, c'est-à-dire 3 fois plus cher qu'au prix normal de location. Chez Volterra, Rému joue tout ce qu'on peut imaginer, tous les sketchs du répertoire populaire. Bonjour, monsieur Jules. Mais bonjour, monsieur Henri. Vous allez à la pêche? Non, je vais à la pêche. Ah, je croyais que vous alliez à la pêche. Comment ça va chez vous? Et votre fils, toujours au régiment? Ah non, il fait son service militaire. Ah bon, je croyais qu'il était soldat. Non, il est à la caserne. Et le vôtre? Le mien aussi, il a été réformé. Ah, et dans quelle arme l'a-t-on versé? Pour bronchite chronique. Oh, mais c'est un joli costume. Oui, avec de l'huile de foie de morue. Oh, ben ça les dessale. Et où est-il en garnison? De quel côté? C'est surtout du côté gauche. Eh ben va, il vaut mieux. Ça les éloigne un peu de leur famille. Qu'est-ce que vous faites dans la journée pour vous distraire? Eh ben, je vais au cimetière. Ah, vous allez au cinéma Saint-Pierre? Nous pourrions un jour y aller ensemble? Si vous voulez. Tenez, vous voulez mercredi à 4 heures? Mercredi à 4 heures? Non, mercredi à 4 heures. Ah, bon. Je croyais que vous me disiez mercredi à 4 heures. Ah, au cimetière Montmartre. Vous vous rappellerez? Oh, diable! Au cinéma Montmartre? Mais pas au cinéma Parlard, non, c'est de la blague. Ils disent qu'ils parlent, mais c'est pas vrai. On n'entend rien. C'était Les Deux Sourds, un sketch interprété par Rému et Henri Poupon. Les yeux toujours riants.
Rému découvre Paris et Paris découvre Rému. Sa voix forte rayonne parmi les convives des soupers fins et son art s'enrichit des travers des grands personnages et de l'humanité des faibles. Tout le monde connaît sa vaste silhouette retenue par une extrême élégance. C'était un homme dans la ville, vraiment très raffiné, d'une élégance extraordinaire, très soigné, Rému. Jacqueline de Lubac. Et il m'avait dit cette chose très intelligente. Tu vois, quand on est un homme fort, il faut s'habiller avec des costumes larges. Parce que quand on s'habille avec des costumes boudinés, ça vous fait paraître encore plus gros. Charles Moulin. C'était vraiment l'acteur avec Guitry qui était le mieux habillé, le plus élégant de toute la cinématographie française. Il avait le goût des belles choses. Paulette Rému. Je crois que ce goût des belles choses, ce sont ses parents qui lui ont donné. Parce que, enfant, il adorait se draper dans ses beaux tissus. À cette époque-là, il y avait des tissus d'ameublement d'une richesse extraordinaire. Et il adorait ça. Et je crois que c'est ça, parce que c'était un homme extrêmement raffiné. Raffiné et très maniaque et d'un goût très sûr, classique. Il n'avait rien d'excentrique dans sa tenue. J'ai toujours vu papa avec pratiquement la même forme de chaussures. J'ai rarement vu des pieds et des mains chez un homme aussi beau que ceux de papa. Ses chemises, c'était toujours du fil à fil avec ses initiales, le caleçon assorti. La cravate, c'était ou le nœud papillon à pois ou la cravate de soie tricotée. C'était toujours dans ce même style, mais de très beaux tissus. Arrive alors le jour que le destin choisit pour la rencontre au sommet. Rému se retrouve en face de Marcel Pagnol. Pagnol a découvert Rému, c'est facile, parce que Rému, à l'époque, était déjà connu. Paulette Rému raconte comment son père a rencontré Marcel Pagnol. Donc, Pagnol avait déjà écrit Les Marchands de gloire, il avait écrit Topaz. Il était à l'époque professeur d'anglais au lycée Condorcet, Marcel, et il avait proposé sa pièce à un Marseillais qui était directeur d'un théâtre de Marseille et qui s'appelait Franck. Donc Pagnol a écrit à Franck en lui parlant de sa pièce, en lui envoyant Marius. Franck a refusé. Et Pagnol lui a dit « Pourquoi? Tu la refuses? Tu la trouves pas bonne ?» Et Franck lui a dit « Non, je la trouve très bonne, mais je pense que tu devrais la monter à Paris avant Marseille. » Et va voir Rému. C'est comme ça que Pagnol est allé voir papa au théâtre de Paris. Il a commencé à discuter avec lui en disant « Voilà, je m'appelle Marcel Pagnol, je suis d'Aubagne. Hein. » Il lui a dit « Vous êtes d'Aubagne? Oh, je suis content. Eh bien, oui, vous avez écrit une pièce marseillaise. Oui, oui. Alors, est-ce que vous pouvez la lire? » Papa a dit « Vous savez, moi, j'en ai des pièces à lire, j'en ai beaucoup. » Il dit « Mais enfin, comme vous êtes d'Aubagne, je vais quand même voir ce que je peux faire pour vous. » Il a lu Marius et 3 jours après, il a dit à Pagnol « Eh ben, mon ami, je la jouerai, votre couillonnade marseillaise. » Oh, je t'en prie, n'essayez pas de monter le coup à ton père, hein. La vérité, c'est que tu es mou et paresseux. Alors. Tu es tout le portrait de ton oncle Émile. Celui-là, il passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Ah. Et puis, tu connais pas ton métier. Je connais pas mon métier. métier. Non, tiens, la dernière goutte. La dernière Quelle goutte. goutte? Celle qui est toujours au goulot de la bouteille. Coquin de sort, tiens. Tu prends la bouteille comme ça, tu verses en faisant un quart de tour. Et avec le bouchon, tu remets la goutte dans le goulot. Seulement toi, monsieur Marius, tu fais ça en amateur. Alors évidemment, la goutte coule sur l'étiquette. Et voilà pourquoi ces bouteilles sont plus faciles à prendre qu'à lâcher. Tu peux rire, va. C'est comme tu sais pas encore doser un verre de cassis ou un piquant citron grenadine. T'en fais jamais deux de pareil. Mais comme les clients boivent qu'un à la fois, ils peuvent pas comparer. Ah, tu crois ça, toi? Et le pire au Cougourde, un homme admirable qui prenait 12 piquants par jour. Eh bien, il ne vient plus, sais-tu pourquoi? Il me l'a dit, moi. Parce que tes mélanges fantaisisques risquaient de lui gâter la bouche. Je lui gâter la bouche et un vieux pochard qui a le bec en zinc. Oui, c'est ça, insulte la clientèle au lieu de reconnaître ton incapacité. Mon incapacité? Oui, j'en ai incapable. Coquin de source, c'est pourtant pas difficile de doser, de savoir doser un piquant citron, curaçao. Regarde, c'est facile. Tu prends la bouteille comme ça, là. Tu mets dans le verre un tiers de piquant. Un tout petit tiers de grenadine. Un bon petit tiers de curaçao.
et puis tu mets un grand tiers d'eau. Et ça fait 4 tiers. Et alors? Eh ben, dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais bourre d'imbéciles, ça dépend de la grandeur des tiers. Eh non, c'est de l'arithmétique, ça. Dis donc, tu vas pas apprendre le français à ton père, toi. C'était la leçon de bistrot donnée par César à Marius. Pagnol avait écrit pour papa le rôle de Panis. Paulette Rému qui a écrit un livre sur son père. Et c'est papa qui lui a dit non, je ne suis pas Panis, je suis César. Il a fallu chercher un Marius. Donc Pagnol a trouvé Freinet, et Freinet c'est devenu un Alsacien avec un Z, un Alsacien protestant, le fils du patron d'un bistrot de Marseille protestant, on n'a jamais vu ça. Freinet s'est tellement fait de soucis à ce moment-là qu'il est parti passer 1 mois à Marseille et il a fait une interprétation merveilleuse de Marius. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime bien, tu sais. Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime bien. Moi aussi, pourquoi me dis-tu ça? Je sais pas. Je vois que tu t'occupes de moi, que tu te fais du souci à cause de moi, hein. Alors, ça me fait penser que je t'aime bien. Mais bien sûr. Imbécile, va. Bonsoir, hein. Bonsoir, mon fils. Et puis tu sais, des fois je dis que tu m'empoisonnes l'existence. C'est pas vrai. Bonsoir, mon petit. Rému et Pierre Freinet dans le 2e acte de Marius. En 1930, Rému, l'une des plus grandes vedettes de théâtre, n'a encore aucune proposition pour le cinéma. Officiellement, Jules méprise le cinéma qui parle. Confidentiellement, Rému serait flatté qu'un producteur lui propose de tourner des films, mais il n'en parle à personne et garde pour lui son envie secrète de se retrouver devant les caméras. Quand j'ai rencontré Rému chez Weber, n'est-ce pas, cette grande brasserie de cette époque-là, qui était près de chez Maxime. Roger Richebé. En serrant la main de Rému, qui était attablé avec Berval, je lui ai dit, alors tiens, vous faites pas de cinéma, vous? Et il m'a dit, on ne me veut pas. Bon, ben, je dis, venez voir demain matin, on va arranger ça. Je dois ajouter d'ailleurs que moi-même, je n'ai jamais fait de production. C'est le pur hasard qui a fait qu'avec 15 jours de distance, nous nous sommes rencontrés là. Moi, ayant pris la barre de la direction d'une grande production, et lui qui n'avait pas débuté, donc, au cinéma. Alors, quand je l'ai fait venir à mon bureau, bien entendu, on s'est trouvé face à face. Et une fois que nous avons signé ce contrat d'exclusivité de 3 ans, je lui ai dit, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on a cherché tous les deux ce qu'on allait faire. Et c'est lui qui m'a suggéré l'idée du blanc et du noir, parce qu'il connaissait bien la pièce pour l'avoir jouée. Il avait créé au théâtre, je ne sais pas quel théâtre d'ailleurs, pour Sacha Guitry en 1922.
Et voilà comment nous nous sommes rencontrés et comment il a signé ce contrat de 3 ans avec moi. Pour lui, le cinéma, c'était la machine qui fait cracra. Paulette Rému. Et en plus, je crois qu'il était surtout inquiet à cause du découpage du film. Parce que c'est un acteur de théâtre. Je crois que ce qui le gênait beaucoup, c'était que au cinéma, on passait de la fin au début et puis après on allait au milieu et on repartait. Et ce zigzag le gênait, si bien que le premier film qu'il a tourné, que c'était Le Blanc et le Noir, on l'a tourné comme on joue une pièce. Ce sont les débuts de Rému au cinéma parlant. Les colères de Jules sont célèbres. Sur le plateau de l'un des premiers films de Rému, Marc Allégret, alors assistant, en subit les conséquences tous les jours. Il ne supporte plus la voix vociférante de Rému à propos de tout et de n'importe quoi. Il fait installer discrètement un micro, enregistre son mauvais caractère et le diffuse publiquement. Rému, surpris, finit par admettre qu'il est parfois excessif. Il y a une question que je veux vous poser, une question très grave. Est-ce que vraiment je suis coléreux? Quoi? Je fais... C'est un extrait de César. Depuis tout à l'heure, je me demande avec angoisse si je n'ai pas commis de graves erreurs, si je n'ai pas été injuste, si je ne suis pas en somme une vieille bête, et si tout ça ne viendrait pas d'une tendance maladive à me mettre en colère. Tu as dit maladive? Par conséquent, ça regarde le docteur. Allons, docteur, réponds-lui. Et toi, tu ne peux pas me répondre? Et je craindrais de me tromper, moi. Et tu ris comme un imbécile. Comment un ami de 30 ans vient te poser une question grave, une question venue du cœur, et tu réponds par des ricanements? César! Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rire? Ça veut dire que je suis une vieille bourrique? Allons, César! Comme par ton refus de me répondre, tu fais semblant de dire, sans le dire, que je suis coléreux et que tu as peur de ma colère. Et vous aussi, monsieur Brun. Vous ne répondez rien, mais vous faites semblant d'en penser le double. Quant à avec son air supérieur, je me fous de ce qu'il ne dit pas et de sa coqueluche et des vieillards. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Depuis 30 ans, vous venez chez moi tous les jours et vous dites que je suis coléreux. Je supporte la stupidité des scartefigues et vous dites que je suis coléreux. Je supporte les lyonnaiseries de monsieur Brun et vous dites que je suis coléreux. Je supporte le silence de ce médecin des chèvres et vous dites que je suis coléreux. Je supporte la présence de ce petit macaque, ce chauffeur, qui ne paie jamais ses consommations et qui de plus ne boit jamais rien et vous dites que je suis coléreux. Ce petit macaque là, hier, je lui dis, tiens, serre-moi un piquant. Il me sert un piquant. Je lui dis, donne-moi de l'eau de sel. Il prend le lot de sel. Il la pisse sur le siphon et il me le fait pisser dans la figure et vous dites que je suis coléreux. Non, il n'est certainement pas coléreux et il nous le prouve. C'est vrai au fond que je suis coléreux. Ou plutôt je le parais car je ne suis pas du tout en colère. Dis donc alors, qu'est-ce qu'il te faut? Mais non, Félix, mais non, vois-tu, je crie comme ça, je me lance là, parce que ça me fait du bien. Et c'est tellement papa, c'est tellement ça, c'est tellement vrai, c'est ce qu'il disait à la maison. Rému, raconté par sa fille Paulette. Parce qu'il était malheureux, une fois qu'il avait engueulé tout le monde, il sortait, il allait nous acheter des cadeaux pour se faire pardonner. Mais c'est ça son caractère. Le contrat de Roger Richebey lui permet de faire de bons débuts au cinéma et de remonter ses finances qui ont été sérieusement éprouvées par une malheureuse affaire. Quand je l'ai engagé, il avait perdu tout son argent. Le producteur Roger Richebey parle de ce moment difficile. Il avait été dépouillé par un type qui avait levé le pied, par un financier. On devait lui fournir probablement des intérêts très intéressants et je me pensais que mon contrat de cinéma pour Rému venait là comme un espoir extraordinaire. Son tempérament excessif pousse d'ailleurs Rému à en rajouter un peu, comme on dit, sur les misères qui l'accablent. Ce qui lui vaudra très vite la réputation d'être un petit peu trop près de ses sous. Marius, c'est toi qui offres le café? Oui. Bon. Tu as envie de tasse, je viens de le faire. Non. Pourquoi? Parce que si nous buvons tout gratis, il restera plus rien pour les clients. Oh, tu vas pas pleurer pour une tasse de café, dis. C'est pas pour le café, c'est pour la manière. Quelle manière? De boire le magasin pendant que je dors. C'était un extrait de Marius, dont les Américains tiennent à faire un film. Paramount France veut en effet porter la pièce à l'écran, mais en imposant des acteurs américains. Marcel Pagnol s'y oppose formellement et tiendra les Américains en échec jusqu'à ce qu'ils acceptent, en désespoir de cause, de garder les comédiens qui ont créé la pièce à Paris. En échange,
Pagnol est d'accord pour que la réalisation du film soit confiée à un metteur en scène de la Paramount, Alexandre Korda. C'était un Hongrois qui avait fait carrière à Hollywood et papa l'avait baptisé le Tartare d'Hollywood. Marcel Pagnol retrouve donc son grand ami et interprète favori, Jules Rému, pour tourner Marius sous la direction de la Paramount. Mais dès le premier jour de tournage, les Américains se heurtent à un problème technique majeur qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant. Une chose qui est très impressionnante, c'est que la voix de Rému était trop riche, trop volumineuse, trop ample. Charles Moulin, partenaire de Rému quelques années plus tard dans La femme du boulanger. Je vous dis les confidences que me faisait Marcel Pagnol, moi. Il me dit, tu vois, Jules, au début, pour arriver à capter sa voix, on a fait venir le plus grand spécialiste d'Hollywood. Et cet ingénieur du son disait, cet acteur est impossible car il me fait éclater les micros. Et Pagnol a eu cette phrase légendaire, monsieur, vous, je peux vous remplacer, je vous paie votre dédit, tandis que Rému, je ne le remplacerai jamais, ce sera le plus grand acteur du monde. Et effectivement, il prouve que dans les micros, sa voix est devenue la plus extraordinaire car il avait encore plus de personnalité dans sa voix qu'il avait encore dans son physique. Car écouter un film de Rému sans voir l'image, vous l'avez devant les yeux comme s'il était en véritable présence, car sa voix a une signification extraordinaire. Oh, alors surtout, Marius, ne me prends pas pour un imbécile, hein. Mais je ne te prends pas pour... Je te dis, surtout, ne me prends pas pour un imbécile. Je sais très bien que tu es amoureux de Fanny, hein. Qui c'est qui t'a dit ça? Et c'est mon petit doigt. Eh bien, il est pas malin, ton petit doigt. Oh, que si qu'il est malin. Oh, que si qu'il est malin. Tu es amoureux de Fanny. Et la preuve, c'est que hier, tu t'es jeté sur Panis comme une bête fave. Et que si on vous avait pas séparés, tu l'étranglais. Il serait mort. Dans la vie de Jules Rému, en dehors du théâtre et du cinématographe, il y a une femme et une petite fille. Il adorait sa femme, il adorait maman. Paulette parle de Madame Rému. Il l'a rencontrée en 1923, 24, à Toulon. Il y avait un dancing au Mourillon qui s'appelait le Lido. Il a rencontré maman qui était très jeune à l'époque et qui était une femme absolument ravissante. Elle était bretonne d'origine, mais elle avait tout à fait le type méridional. Elle avait la répartie, le sens de l'humour du Midi, etc. Maman était fille de marin. Alors donc, les marins, vous savez, la marine, c'est Brest et Toulon. Hein. Maman est née à Narbonne. Elle disait toujours, d'ailleurs, j'ai été mise en chantier en Bretagne et lancée à Narbonne. Et toute petite, elle est arrivée à Toulon. À Toulon, c'était la jolie Esther, la jolie Toulonnaise. Et la famille Rému, c'est aussi une petite fille autour de laquelle Jules organise une grande part de sa vie privée. Paulette Rému raconte ses souvenirs d'enfance. Il avait des côtés maternels. Il s'est occupé de moi beaucoup plus que maman. C'est lui qui m'habillait, c'est lui qui me sortait. Par exemple, il ne tournait pas le jeudi. Il a dit à Pagnol, je ne tournerai jamais le jeudi parce que le jeudi, c'est le jour de la petite. Il était très, très affectueux. Par exemple, quand j'étais toute petite, je devais avoir 7 ans. Eh bien, un soir, j'ai vu arriver un ange qui me portait la réponse du Père Noël dans une grande enveloppe argentée avec un papier en dentelle, en lettres roses, avec des anges en or aux 4 coins. Il avait fait faire ça au studio. Et voilà le genre de choses qu'il faisait pour moi.
papa, je crois que c'est un homme qui avait besoin d'une famille. Donc lui, de son côté, n'en avait pas. Il avait perdu son père, sa mère, son frère. Avec maman, c'était la famille, il y avait Mémé, la petite, et maman. Et ça, c'était sacré. Et pour lui, c'était très important. Ces petits-là, ça vous prend tout. Mais quand on est brave, Marius, on n'attend pas qu'ils vous le prennent. On le leur donne. Quand il était à la maison, ça se passait comme ça. Maman sortait et on se retrouvait très souvent. Papa avait horreur de sortir le soir. Nous restions à la maison avec ma grand-mère. Ma grand-mère allait se coucher et papa et moi, on jouait à la belote. Il trichait, toujours. Et ça me mettait dans des colères affreuses. Ah, eh ben quoi, c'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors, tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain? Allons, capitaine, nous vous attendons. C'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous, combien nous avons? 30. Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Pani se coupe à cœur. Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais, tu coupes à cœur, mais tu fais jamais attention. Mais ne te gêne plus, Montre-lui ton jeu pendant que tu y es. Mais monsieur Panis, j'ai pas donné de renseignements, je dis rien. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Écoute, Panis, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. Et j'ai jamais vu une figure comme la tienne. Toi, tu es perdu. Les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur. Oh, ton vainqueur. Regarde comme il est beau. Regarde-le. On dirait la statue de Victor Joly. Évidemment, je suis porté à croire que Pani se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami. Mais je dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh ben, réfléchis en silence. Mais il a raison, t'as pas besoin de parler pour savoir si Pani se coupe à cœur, voyons. Et puis je te prie de ne pas lui faire de signes. Hein. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Alors, si vous continuez à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi. Hein. Ne vous fâchez pas, Panis. Ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterais pas une seconde si j'avais la certitude que Pani se coupe à cœur. Et il continue à faire des grimaces. Hein. Tenez, monsieur Brun, surveillez Scartefigue, moi je surveille César. Comment? Tu me fais ça à moi? Un camarade d'enfance à toi? Je te remercie. Je t'ai fait de la peine. Non, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, là, un bandit de grand chemin. Tu me fais plaisir. Merci. Tu me fends le cœur. Allons, César. Il n'y a pas d'allons, César. Tu me fends le cœur. J'ai le cœur fendu par toi. Tu me fends le cœur. Et alors, Scartefigue, qu'est-ce que nous faisons alors? Alors nous jouons plus, quoi? Il me fend, à moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire. À toi. Ah, très bien. Compris. Tes cœurs. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur par bleu. Tiens, les voilà tes cartes. Hypocrite, tricheur. Je ne joue pas avec un grec. Je suis pas plus fada que tu, Sas. Faut pas m'y prendre par un autre. Si on maître Panis, et si je m'approprie par ma gantade, tu me fends le cœur. Eh bien, par exemple, alors, tu me fends le cœur. Ah, il n'a pas l'air content, alors. Cette fois, je crois qu'il est fâché pour de bon. Bon, il a tort, monsieur Brun. Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. Écoutez, monsieur Brun, si on ne peut pas tricher entre amis, mais c'est pas la peine de jouer aux cartes, alors. Lui, d'ailleurs, il adorait plaisanter. Il faisait des tas de plaisanteries à ma grand-mère. Il lui offrait ce qu'il appelait des bonbons. Et ces fameux bonbons, c'était des suppositoires à la glycérine. Et ça avait vraiment l'air de bonbons au miel. Alors, il offrait de temps en temps à Mémé. Il lui disait « Mémé, voulez-vous un bonbon ?» Alors elle disait « Oh, oui, Jules, merci beaucoup. » Et il attendait qu'elle soit prête à le mettre à la bouche pour le lui enlever. Parce que Mémé croyait que c'était des bonbons au miel. Et puis, elle n'osait rien lui refuser. Même si elle n'avait pas envie de bonbons, elle l'aurait pris. Parce qu'elle se disait « Il va se mettre dans une colère affreuse si je refuse. » Dans les rois du sport que nous avons tourné en 1937 au stade de Fernand Buisson, là. Un autre témoignage, celui de Fernandel. Tous les jours, nous déjeunions, vers midi et demi, 1 heure, chez Vinaigre.
Et Jules avait une passion, il adorait les rougets. Un jour, nous arrivons pour déjeuner, Vinaigre nous dit, vous savez, j'ai quelques rougets là, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, mais il y en a 2 gros, et puis les autres sont assez moyens. Alors, comme il y avait notre partenaire du film, qui était Lisette Lardin, une charmante camarade d'ailleurs, Rému attrape Vinaigre à part et lui dit, oh, mets-moi les 2 rougets à part, hein, parce qu'avec la mignonne, là, tu comprends, par galanterie, il faudrait les lui donner, elle mangera les petits. Alors, comme j'étais avec elle, ben, j'ai mangé les petits aussi. Je voudrais effacer une légende qu'on a créée autour de lui. Enfin, un dernier document, une anecdote de Vincent Scotto. On a dit qu'il n'était pas généreux. Quelle erreur. Je l'ai vu héberger pendant plus d'1 an un artiste marseillais chez lui. Et comme remerciement, cet artiste que je rencontrai au bout de quelque temps et à qui je rappelais la gentillesse de Rému, m'a dit « Oui, c'est vrai, monsieur Scott, il m'a nourri, mais jamais qu'il m'aurait donné un peu d'argent de poche. » L'Europe est en guerre, la France est occupée. La famille Rému doit se réfugier dans la maison du Midi à Bandol. Il avait très peur de la guerre. Il avait très peur pour lui, pour les siens, pour sa famille. Les souvenirs de Paulette Rému concernant cette période de la vie de son père. Nous avions une maison à Bandol, on a passé toute la guerre à Bandol. Et puis un jour, il a décidé qu'il vendait la maison de Bandol en 1944. Donc nous sommes rentrés l'appartement ici de la rue Washington et il y avait encore des bombardements. Alors, quand il y avait l'alerte, il avait un espèce de grand sac en cuir, une grosse poignée coulissée. Alors il mettait dans le sac tous les bijoux de maman, et puis alors l'argent, les clés, les carnets de chèques. Il prenait ce sac, il mettait les manteaux de fourrure de maman sur le dos. Alors la cuisinière avait un manteau de fourrure, la grand-mère, tout le monde. Et on descendait tous comme ça, en attendant que ça s'arrête. Et alors lui, vous allez voir... Le souci de l'élégance, il s'était dit, si jamais nous sommes bloqués dans la cave, je vais tout de même pas me retrouver dans la rue avec le manteau de vison de ma femme. Et notre banque était à l'angle de la rue Washington. Il avait loué un coffre où il avait déposé chemise, costume, chaussures, par-dessus, chapeau, cravate, tout, en se disant, comme ça, je suis les caves et quand je sors, je m'habille. C'est tout à fait papa. À la Libération, il arrive quelque chose de merveilleux à Rému. On lui propose d'entrer à la Comédie Française. Peu après, son ami Marcel Pagnol est nommé pour entrer à l'Académie Française. Au moment où il l'apprend, Jules est en clinique. Il vient de se casser la jambe dans un accident de voiture. Pagnol va trouver Rému pour lui annoncer la nouvelle. Il est arrivé dans la chambre et il lui a dit « Tu sais Jules, je vais rentrer à l'Académie Française. » Paulette, à côté de Charles Moulin, se rappelle l'événement. Et moi je me souviens, j'ai vu papa devenir blanc comme un linge. Il a eu des larmes qui coulaient. Et comme il voulait pas que ça se voie, il lui dit « Alors, c'est vrai, tu vas avoir le chapeau d'encaisseur Voilà, exactement. Et le sabre Et Marcel lui a dit « Oui, mais tu sais Jules, tu rentres avec moi, hein, parce que c'est grâce à toi si je suis à l'Académie Française. » Il lui a dit « Va, mon pauvre Marcel, dommage que j'ai la quille en plomb. » Il avait la jambe cassée. Remis de son accident, Rému entre en convalescence. Il envisage de recommencer à travailler quand son médecin décrète que sa blessure à la jambe nécessite une nouvelle intervention chirurgicale. Jules Rému entre en clinique le 20 septembre 1946. Il ne reverra jamais plus les caméras. Victime d'une crise cardiaque, il succombe au cours de l'opération. Le grand Rému laisse derrière lui une série impressionnante de personnages immortels,
dont le célèbre Homme au chapeau rond, son dernier film, dans lequel il atteint les sommets de son art. J'aurais tant voulu plaire. Les jeunes filles qui se moquaient de moi tout à l'heure, vous étiez de leur côté. Pourquoi avez-vous été cruel avec moi? Je jouais à Colin Maillard pour ne pas qu'on me prenne pour un trop vieux monsieur. J'étais ridicule, mais vous ne m'avez pas aidé. Et quand je suis tombé, vous aussi, vous avez ri. Adieu. Dans le brouillard et dans la nuit, s'éloigne, s'estompe et disparaît lentement l'ombre de l'homme au chapeau rond. Tu me fends le cœur. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.